Le Thé Noir vous donne rendez-vous à la NHA, la Natural Hair Academy à Paris. C'est le rendez-vous incontournable de la beauté noire en France, mais c'est surtout le plus gros événement de l'année. Et le 22 juin, on y animera un podcast live. L'occasion rêvée pour vous, nos auditrices, de venir vivre l'expérience Thé Noir en personne, avec un épisode hors du commun où vous pourrez vous aussi intervenir et échanger avec nous. On vous y réserve des surprises, comme toujours, grâce à notre partenaire Cream of Nature. Et on vous attend en masse. C'est le moment de venir nous montrer que vous existez. On a énormément hâte de vous y voir. La billetterie de la NHA se trouve dans la description de l'épisode. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir, moi c'est Néné, je suis accompagnée de ma très chère Ndaya et bienvenue dans un nouvel épisode du Thé Noir Podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de ma chère Ndaya et de sa vie londonienne. Et oui, parce que ça fait plus de 5 ans maintenant qu'elle m'a quittée pour s'installer à Londres. Bonne écoute! Ndaya, comment ça va? Je t'ai quitté. Tu m'as quittée. Ouais, franchement. Bah écoute, ça va. Maintenant, j'ai l'impression d'être une connasse si je te dis ça va après que t'aies dit ça. Ouais, depuis que je t'ai quitté, ça va super. Ça va super, mais ma vie va mieux. Oui. Voilà, tu étais Donc vraiment, un peu je prends mon envol. C'est magnifique. Tu étais un peu un boulet dans ma vie et maintenant tout va mieux. Je te jure. Non, ça va très bien. Mais ça va très bien parce qu'on s'est vu ce week-end. Donc c'est toujours bien quand on se voit. On se voit trop, hein. Non, on n'a même plus le temps. On n'a même plus le temps de se manquer. On a à peine fait. On était déjà de retour ensemble. C'est ça même. Non, ça va très bien. Et toi, c'est comment? Écoute, moi, ça va. Je suis en vie. C'est la réponse que je donne à tout le monde en ce moment quand on me demande si ça va. Je dis je suis en vie et c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, franchement. Ouais. C'est déjà beaucoup. On va pas traîner. Donc, comme vous le savez, Ndaya est partie se relocaliser à Londres depuis quelques années maintenant. C'est un choix de vie. Elle va nous expliquer aujourd'hui les raisons qui l'ont motivée à aller s'expatrier. Parce qu'en fait, nous sommes les nouveaux blédards, hein, les blédards 2.0 ou 3.0, 2.0. On avait déjà fait un épisode sur ça il y a très longtemps où on expliquait comment on était des blédards nous-mêmes, des expats, et qu'on avait suivi quand même finalement le schéma de nos parents qui ont quitté un pays dans lequel ils ont tout connu et pour s'installer ailleurs, tout découvrir en pensant chercher une vie meilleure et parfois en la trouvant. Et du coup, là on s'était dit que ça serait sympa de faire un petit point par rapport à Ndaya parce que du coup, Ndaya a continué son aventure. Moi, je suis à Paris pour combien de temps encore, je ne sais pas, mais je suis là pour l'instant. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, on s'était dit que ça pourrait être drôle, en fait, de parler un petit peu... qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui fait que tu restes? Qu'est-ce qui te donne envie encore de rester là-bas? Est-ce que tu as envie d'aller ailleurs? Voilà, c'est l'interview de Mère Ndaya. Franchement. Bienvenue. Le portrait. Tu vois, on est dans 7 à 8. Oui. Portrait. Alors, Ndaya. Mère Néné, vraiment, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment ravie de répondre à vos questions. Et voilà, je suis honorée. Tout à fait. Donc, tout d'abord... Je vais commencer par le pourquoi. Le pourquoi de Londres. Ouais. Pourquoi Londres? Je pense que déjà, Londres, j'ai une histoire qui date avec cette ville. Parce que j'ai pas mal de membres de ma famille, du côté paternel, qui se sont basés là-bas, en fait, qui se sont basés dans toute l'Angleterre, dans tout le Royaume-Uni d'ailleurs. Et moi, quand j'étais en France, parce que j'ai grandi dans le nord de la France, à Lille, je pense que quand j'ai commencé à voyager, c'est la période où justement l'Eurostar avait été inauguré. Et après, pour l'histoire aussi, je suis la seule à avoir la nationalité française parmi mes sœurs. Et donc, j'étais la seule qui pouvait voyager assez facilement. Et mon père, il a pas voulu... il a sauté sur cette occasion, en fait, pour que je rencontre ma famille au Royaume-Uni. Il s'est dit, bah voilà, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tu vas y aller aussi souvent que possible. En plus, je partais en Eurostar à l'époque en tant que mineure, avec une lettre d'autorisation de sortie de territoire. Je te laisse imaginer, ça coûtait rien. Franchement, ça coûtait vraiment rien du tout. J'ai le souvenir que mes parents m'achetaient des billets qui coûtaient peut-être 20 € quoi, pour aller à Londres, le truc qui se reproduira plus jamais. Parce que tu prends le train à 13 ans, tu payes pas le même prix qu'un adulte, etc. Enfin, ça a beaucoup changé entre-temps, mais c'était ce que mes parents faisaient.
j'avais déjà cette facilité avec l'anglais à l'école, donc le fait de partir pendant les vacances, ça m'aidait beaucoup à parfaire mon anglais. Et c'était trop drôle parce que un coup, je partais à Londres et quand je revenais, j'avais l'accent londonien. Une période, j'étais partie à Manchester et quand j'ai vu mes cousins de Londres, ils m'ont dit non mais ton accent de Manchester, il est insupportable. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, etc. Et, euh, et j'ai gardé ce souvenir en fait que quand t'es enfant, en fait, t'apprends les choses tellement vite. Enfin, c'est tellement facile de t'imprégner d'une culture que ben, c'était resté en moi en fait. Moi, à un moment donné. L'Angleterre, c'est comme si c'était une deuxième maison. Et ça n'a jamais été un endroit où je me sentais pas chez moi, en fait. J'étais très, très à l'aise. C'était valable aussi pour la Belgique, mais après la Belgique, j'ai jamais eu vraiment de coup de cœur en me disant que j'aimerais y vivre, que j'aimerais y faire plus, en fait, que passer. Ce qui fait que le temps est passé, j'ai rencontré mon mari, j'ai commencé à fonder ma petite famille, etc. Et, euh, et c'est toujours resté dans un coin de ma tête, en fait. Je savais que j'aimais beaucoup ce pays. Je ratais pas une année sans y mettre les pieds. Donc je savais que l'attachement, il allait pas bouger. Après, ce qui était drôle, c'est que quand je rencontre mon mari, en fait, lui, il a voyagé dans plein d'endroits dans le monde, mais il avait jamais mis les pieds juste là, outre-Manche. Donc c'était assez drôle de se dire, bah, ok, lui, il m'a fait visiter des trucs. Enfin, il a été aux États-Unis, il a été au Congo, etc. Et il a juste pas été en Angleterre. Donc je me suis dit, c'est cool, je vais lui faire découvrir. Ouais, et je vais lui faire découvrir et j'insistais vraiment. À chaque fois, je lui disais, tu sais, tu vas découvrir, tu vas tomber amoureux, tu vas vouloir y vivre. Et il me croyait pas. Et à chaque fois, je lui mettais ça dans un coin de la tête. Tu sais, s'il fallait changer de pays à un moment donné, moi, franchement, je mettrais tout de suite l'Angleterre en premier dans la liste parce que je me suis toujours dit que si je devais changer de pays, si je devais vivre une autre culture, il fallait que ce soit une culture anglophone. Et j'ai jamais eu... L'amour pour les États-Unis, il est vraiment spécial, tu vois. C'est une sorte de relation toxique. Genre, j'aime beaucoup la culture afro-américaine, etc. On va pas se mentir, la culture américaine, en général, on a tous bercé dedans. Mais c'est pas une culture que j'ai envie de vivre, moi, directement. Et j'avais pas l'impression que c'était quelque chose qui allait m'édifier de vivre là-bas. Donc je me suis dit non, franchement ça m'intéresse pas. Si c'est pays anglophone, c'est l'Angleterre, d'office. Voilà, donc on est parti une fois. Et il a détesté parce on est parti un week-end dans une zone touristique. Et en fait, ben, pour le coup, Londres, c'est juste à côté de la France, donc il y avait plein de touristes français. Et il a détesté, il s'est dit, mais pourquoi j'ai traversé la Manche et il n'y a que des gens qui parlent français autour de moi, c'est insupportable. Et c'était trop drôle, mais bon, au final, on a fait d'autres passages. Et je pense qu'il y a quelques éléments qui ont joué en notre faveur, en tout cas qui ont joué en ma faveur pour que le projet Londres il aboutisse. Bah déjà, premièrement, je pense que son ami de longue date, je dis son ami, mais c'est vraiment son frère, s'est installé à Londres et il semblait bien vivre, il semblait s'y plaire, etc. Donc on est parti les visiter et tu vois, c'est bête, hein, mais tu vas dire quelque chose à quelqu'un, il va t'entendre à moitié, et puis ça va sortir de la bouche de quelqu'un d'autre, il va se dire waouh, t'as entendu ce qu'il a dit? Non, mais tu te rends pas compte, c'est révolutionnaire, c'est incroyable. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et après, il y a aussi un autre point qui est important, c'est que à l'époque où on y réfléchissait sérieusement, on avait 2 enfants, on n'avait pas encore le 3e. Et on réfléchissait en fait à leurs âges. On se disait, mais en fait, si on doit changer de pays, il faut qu'on fasse ça avant que la première entre à l'école. Comme ça, elle sera pas trop dépaysée, genre de changer de système scolaire, etc. Au final, ça s'est pas passé comme prévu parce que financièrement, c'était vraiment pas possible de partir à ce moment-là. La première a commencé l'école. Et dès qu'elle a commencé l'école, en fait, nous, on était dans une zone assez rurale. C'était la seule petite noire, je pense, de l'école. Et ça n'a pas raté, en fait. Donc, à un très jeune âge, à 3 ans, 4 ans, elle nous disait déjà qu'il y a des personnes qui lui faisaient des remarques sur ses cheveux, sur sa couleur de peau, des enfants qui lui disaient directement, moi, je crois que c'était moi, ma grand-mère, elle a dit que je ne peux pas jouer avec toi parce que ta peau, elle est comme ça et tout. Donc, ça m'avait vraiment fait un choc où je me disais, mais moi, je n'ai pas connu ça. Je sais que du côté de votre famille, vous avez vécu ce genre de moments, etc. Moi, j'ai vraiment grandi en banlieue, donc ça a toujours été un gros mix culturel et
et de pays différents, etc. Donc j'ai jamais eu cette sensation d'être la seule et unique avec personne qui me ressemblait. Et je supportais pas. Franchement, je supportais pas. J'avais juste envie d'aller me battre. Parce que je me disais, mais un enfant de 3 ans, il réfléchit pas à ce genre d'idées. C'est qu'il y a quelqu'un qui lui a appris. Donc j'avais juste envie d'aller voir ses parents, d'aller les attraper, etc. Bref, c'était vraiment difficile pour moi ce moment-là. Et je pense que ça a aidé en fait dans notre raisonnement en se disant ben, c'est soit on quitte la zone où on est et on part dans un endroit qui est beaucoup plus métropole, que ce soit l'Angleterre, que ce soit la France, peu importe, pour que nos enfants n'aient pas à vivre ce genre de choses, et puis même pour nos enfants eux-mêmes en fait, pour qu'ils soient qu'ils n'aient pas l'impression en fait d'être la bête de foire, mais qu'ils soient habitués à avoir des gens qui ont des cultures différentes, qui ont des couleurs de peau différentes, etc. Donc on s'est posé, en fait, on a discuté des pour et contre, et on s'est dit, bah, en fait, franchement, on n'a rien à perdre. Financièrement, c'est pas comme si on roulait sur l'or ou quoi que ce soit, mais on s'est vraiment mis... En fait, je me suis mise en tête que on a la chance d'avoir nos 4 parents. En fait, en réalité, si ça se passe pas bien, on a plein de plans de secours, en fait. Il y avait des plans B, des plans de... Voilà, il y avait une ceinture de sécurité qui vous a permis de prendre cette décision de façon plus sereine, quoi. C'est ça. Du coup, c'était moins effrayant, parce que c'est vrai que tu te dis, bah, il n'y a pas de... Je sais pas comment l'expliquer. J'ai l'impression que les gens, ils ont la facilité de changer de pays, etc. parce qu'il y a une opportunité professionnelle, il y a une opportunité autour de ta carrière, quelque chose, tu vois, de concret. Mais nous, c'était vraiment l'idée de partir et de se dire, ben, on arrive sur place et on se cherche, quoi. Et je sais que quand j'en parlais dans mon entourage, ben, les plus jeunes étaient en train de nous dire « Ah, c'est super, vous allez adorer, etc. » Et nos aînés nous disaient « Pardon, et vous partez comme ça, sans projet, sans rien, ça va pas ou quoi ?» Et c'était vraiment ce truc... Les gens n'étaient pas trop sûrs, quoi. Donc, ma mère, la première, elle me disait « Non, il faut que tu trouves du travail d'abord, etc. » Et je disais « Mais en fait, la réalité de Londres, elle est spéciale, en fait. C'est un truc que j'avais compris déjà, c'est que je trouvais que ça allait beaucoup plus vite en termes d'opportunités, etc. Et donc, c'était vraiment l'idée de se dire il faut avoir confiance en soi, il faut faire ce saut. Et surtout, on va pas se mentir, les gens exagèrent, quoi. Londres, c'est juste à côté. Hein. C'est pas comme si on partait s'installer en Australie, tu vois. Je trouvais vraiment que les réactions, elles étaient un peu trop extrêmes. Donc, voilà, on s'est posé, on a pris notre décision dans notre coin. On s'est dit, ben voilà, on se donne autant de mois pour mettre un gros pactole de côté pour pouvoir payer au moins, je sais pas, 6 mois de loyer d'avance. Comme ça, le temps de se trouver, le temps de s'habituer à la zone, etc. On sera tranquille, quoi. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et dès qu'on a atteint l'objectif, on a commencé à chercher des appartements, etc. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que, en fait, la vie en France, elle est tellement administrative. On nous complique la vie pour rien. Parce que on est parti peut-être 3 jours à Londres pour visiter des appartements. Et tu parles avec les agences et ils te disent clairement « Ah, ok, vous avez aucun historique sur le territoire. » Ben, les propriétaires, ils vous demanderont 3 à 6 mois de loyer d'avance. Et puis, c'est tout. Alors qu'en France, j'ai le souvenir que quand tu cherches un appartement, limite, il faut que tu ailles à la police. La police, elle fait une enquête sur toi. Enfin, c'est incroyable. Le nombre de documents qu'on te demande, etc. Et j'ai jamais eu cette sensation quand on a cherché nos appartements. Même là, on a déménagé à une autre adresse et ça a été encore la même chose, en fait. C'était assez rapide, quoi. C'est est-ce que vous rentrez vous rencontrez tel et tel critère, ok. Mais... si c'est pas le cas, on peut toujours trouver un arrangement parce que tu parles avec des humains, tu parles pas d'une entreprise qui te dit non, les règles c'est comme ça et les règles elles bougent pas. Et ça c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup aimé. J'allais dire dans ce pays, mais non c'est pas vraiment dans le pays. En tout cas à Londres c'est ce que j'ai ressenti, c'est que dans toutes les situations, tu n'es pas face à une entité, tu es toujours face à une personne avec qui tu peux discuter, qui peut te conseiller, qui peut t'orienter, etc. Ils ont plus cette facilité-là. Donc oui, on a mis nos sous de côté, on a trouvé un appartement super vite, on a signé le bail, etc. Et on a rempli un énorme camion pour faire une traversée et ramener toutes nos affaires. Et franchement, c'était super cool parce qu'on a fait un road trip avec mon mari et avec son frère.
Et en fait, on est parti avec lui, et lui, de base, je pense pas que ça l'intéressait particulièrement, l'Angleterre, mais je me rappelle qu'il avait des étoiles dans les yeux quand il a vu notre zone. Il a dit, mais c'est sympa ici, mais il y a beaucoup de parcs, mais il y a beaucoup d'écoles, et puis les écoles, elles ont l'air bien notées, mais c'est intéressant. Et nous, on est en train de se C'est dire, vraiment des oui, conversations de parents, genre, je ouais, te les jure. écoles, le quartier est bien avec des bonnes écoles, hein, Ouais, comme dans voilà. Desperate Housewives, quoi, genre. En plus, on a déménagé pendant l'été. Ce qui fait que quand on est arrivé, il faisait beau. Enfin, tout était vraiment... c'était vraiment une publicité. Il s'était mis sur une belle carte. sur son 31, vraiment, pour vous accueillir, pour vous faire rêver. C'était trop une belle carte. Donc, je voyais vraiment qu'il avait des étoiles dans les yeux. Et mon mari, il était trop content. Il me disait, non mais t'imagines et tout, si mon frère, il vient s'installer ici aussi, mais ça serait trop cool. Bref, ça s'est pas encore fait. Mais je garde espoir. Mais voilà, donc il y a eu le grand déménagement. Heureusement, les enfants, ils étaient assez petits, donc ça leur a pas fait un gros choc. J'ai le souvenir quand même que Solange, elle était pas trop pour, parce que c'est une petite qui aime beaucoup, beaucoup la routine. Et là, il était question de complètement chambouler sa routine, donc je pense que ça lui faisait quand même un choc. Ce qui fait que les premières semaines, elle nous demandait, on rentre quand? C'était sympa votre affaire, mais genre, mais bon, là, it's time to go. C'est ça, c'était trop drôle. Elle disait, ouais, bon, c'est mignon, mais ouais, non, moi, j'ai envie de retourner chez moi. Et puis, tu sais, les enfants, ils avaient l'habitude d'être avec les grands-parents, avec les tantines, les tontons, etc. Elle était là, genre, ouais, mais moi, ma famille, elle me manque, en fait. Donc, enfin, vous êtes mignons, mais ça suffit pas, quoi. Ouais, pour elle, il fallait que tout le monde soit là, quoi. Ouais, donc elle avait pas trop apprécié. Et mais avec le temps, ça s'est quand même bien amélioré. Après, nous, on a emménagé pendant l'été, comme je disais, et en fait, on avait passé du coup tous les créneaux, tous les délais pour inscrire les enfants à l'école, et on a dû attendre la rentrée scolaire pour pouvoir les inscrire. Dernière minute, et pas vraiment avoir le choix. En fait, on allait nous donner une place là où il y avait de la place. Après, le choix qu'on avait fait, c'est que le quartier où on avait décidé de s'installer, c'était un quartier justement qui était très famille, qui est assez, j'ai envie de dire suburb, mais je trouve que c'est différent, tu vois, par rapport à la France, où j'ai l'impression qu'en France, tu peux entrer dans un quartier et tu vas tout de suite comprendre que c'est un quartier aisé, alors qu'à Londres, j'ai l'impression que d'une rue à l'autre, ça peut être un quartier aisé, ça peut être un quartier ultra privilégié, et puis ça peut être un quartier moyen. Donc il y avait un peu de tout, mais c'est vrai que quand on regarde les classements, etc., qui sont faits sur les différents boroughs de Londres, en fait, on va dire que celui-là, il est quand même bien classé. Ce qui fait que les enfants, ils avaient des bonnes écoles. Donc on n'était pas trop inquiets, on se dit, peu importe l'école où on l'envoie, on sait qu'elle sera bien, ce sera super bien classé. Et franchement, ça a été un choc, les écoles, parce que je trouve que dès le plus jeune âge, les écoles, elles fonctionnent déjà comme des campus où on met vraiment en avant le fait d'avoir ce sentiment d'appartenance, tu sais. Moi, j'ai pas le souvenir que l'école où j'allais, ça me marquait autant de dire aux gens, non, mais moi, je vais au lycée Louis Pasteur, d'accord, tu vois, au lycée Louis Pasteur, on a telle valeur, on a, je sais même plus comment ça s'appelle, mais tu sais, ils ont une devise, etc. Enfin, et on l'apprend aux enfants dès le plus jeune âge, donc il y a vraiment ce sentiment d'appartenance qui est fort, quoi. Après, tu rajoutes à ça l'uniforme, etc. Et tu sens tout de suite que les enfants, dès qu'ils rentrent dans leur école, ils sont contents, en fait, d'appartenir à ce groupe-là. Ouais, voilà. Après, les enfants... Et du coup, les enfants, ils ont mis combien de temps, en fait, à s'adapter? Parce que du coup, redonne un peu les âges qu'avaient tes 3 enfants quand vous avez déménagé. Et à peu près, pour chaque enfant, comment la transition s'est faite et à quel moment tu les as sentis dire, voilà, lui, il est complètement anglais, on pourra jamais rien en faire, enfin, c'est fini. J'ai l'impression que j'ai même pas vu le temps passer, c'est juste un jour, on s'est réveillés, on s'est dit, mais ils parlent pas français, eux. C'était vraiment ça. Mais pour le coup, quand on a emménagé, la première allait avoir 5 ans, la deuxième avait 3 ans et demi, et le troisième allait fêter ses 1 an. On a emménagé et 1 mois après, il a fêté ses 1 an. Donc lui, franchement, pour le coup, c'est pas un Français, quoi. Il connaît pas la France, vraiment. C'est un petit anglais. Ouais, c'est vraiment un petit anglais. Et puis tout le monde me le dit, en fait, c'est trop drôle parce que, tu sais, comme dans tous les pays, en fait, il y a toujours des accents différents. Et selon ta communauté aussi, t'as un accent différent. Ce qui fait que
un garçon noir londonien, il va pas parler comme un garçon blanc londonien, il va pas parler comme un garçon asiatique londonien, tu vois. Et en fait, à chaque fois que je rencontrais des noirs, ils me disaient « Ton fils, il parle comme un blanc de Londres. » Ah oui. Ça me faisait tellement... À chaque fois, on me disait ça, on disait « Mais c'est quoi cet accent? Il le sort d'où ?» Et franchement, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Parce que personne me dit ça sur mes filles. Mais à chaque fois, j'ai une amie, elle me dit tout le temps ça. Elle me dit « Mais t'es vraiment un petit blanc de la banlieue sud de Londres, quoi. Qu'est-ce qui se passe ?» Et ouais, le pauvre, en fait, si je remets les choses dans le contexte historique, c'est que nous, quand on s'installe, juste après, il y a la pandémie, ce qui fait qu'on est tout juste installé, j'ai tout juste commencé à travailler, on se retrouve confiné en fait, et on ne pouvait pas du tout découvrir l'endroit dans lequel on vivait parce qu'on se retrouvait bloqué à la maison, à des kilomètres de la famille, etc. Et donc vraiment, je pense que c'est cette période-là qui a été assez difficile pour les enfants. Et c'est surtout là que ma fille, que Solange, elle me disait c'est bon, on rentre. Parce qu'en fait, mes enfants, ils ont associé le fait d'être confinés à l'Angleterre. Et ils pensaient que l'Angleterre, c'était comme ça. C'était un pays où t'as pas le droit de sortir. Oui, t'as pas le droit de sortir, t'es puni, quoi. Ouais, et ils me disaient ouais, mais tu vois, quand on était en France, au moins, on avait le droit d'aller, je sais pas, au centre commercial, au parc, on faisait ça et tout. Et j'aurais dit non, mais c'est pareil ici, je vous assure, en fait. C'est juste que on vit des temps vraiment incertains et on va essayer de s'arranger, en fait. Et c'est là que j'ai découvert une autre facette aussi qui m'a beaucoup rassurée, j'ai envie de dire, côté droits sociaux, parce que c'est vrai qu'on aime beaucoup dire que la France, c'est un pays de droit, etc., qu'il y a beaucoup d'aides qui sont faites pour tous les résidents, en fait. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en arrivant en Angleterre, on avait un statut qu'ils appellent pre-settled, et ça veut dire en fait que tu es ressortissant de l'Union européenne, tu as le droit d'être ici pendant 5 ans, et pendant les 5 années où tu as le droit d'être là, tu as le droit de travailler, tu as le droit de toucher toutes les aides sociales, etc. Enfin, tu remplis vraiment tous les critères d'un citoyen anglais, et tu as même le droit de vote. Et ça, c'est vraiment le truc qui m'avait choquée. Je me suis dit, mais moi, mes parents, tout le temps qu'ils ont vécu en France, des 30 ans, 40 ans, enfin, ils n'ont jamais pu voter parce qu'ils n'ont pas été naturalisés. Et je trouvais ça tellement... Tu sais, c'est d'une violence, en fait, de dire que tu fais partie de la société, mais jusqu'à un certain niveau, ok. Nous, on veut que tu payes tes impôts, mais on veut pas que tu votes. Ouais. Mais le statut pre-settle, est-ce que ça fonctionne pour tout le monde ou c'est parce que tu es ressortissante européenne? Ouais, c'est parce que tu es ressortissant européen, oui. Mais donc... Après, il faudrait que je me renseigne là-dessus, mais le fait de pouvoir voter, c'est même pas juste lié à ce statut, en fait. C'est à partir du moment où tu vis dans le pays, tu as le droit de vote. Parce que c'était avant qu'on ait ce statut, en fait, qu'on avait déjà reçu des courriers qui nous disaient, voilà, votre carte de vote, etc., pour le prochain maire de Londres. Et nous, on se disait, non, ça doit être une erreur, c'est pas possible. Mais, ouais, en effet, tu as le droit de voter. Et aussi, autre chose, peu importe ta nationalité, tu as le droit de travailler j'allais dire pour le gouvernement, pour le royaume. Donc tout ce qui est, tu vois, ce qu'on va appeler la fonction publique en France, c'est réservé aux Français. Au Royaume-Uni, c'est pas le cas. Tu vois, à partir du moment où tu habites dans ce pays, tu as le droit de servir le pays comme n'importe qui. Et déjà, ça, je trouvais que c'était... C'est des petites choses comme ça me choquait. Et les gens me regardaient toujours, oh là là, mais les Français, les Français, vous faites pitié. Franchement, c'est grave. Mais pour le coup, moi, je pense que même si ça a été une période vraiment trouble, vraiment effrayante pour le monde entier, il y a pas mal de leçons que je tire de la pandémie parce que ça nous a permis en fait de ralentir dans notre installation. C'est que nous, on avait déjà nos loyers qui étaient payés. Et on s'est dit, on va pas se mettre dans un état de stress et se dire, oh là là, il faut qu'on quitte le pays parce qu'on sait pas, notre avenir, il est incertain, etc. On s'est dit, écoute, là, la priorité, franchement, tu sais, t'as pas le droit de sortir, tu travailles pas, t'as rien. Tu nourris tes enfants et puis c'est tout, quoi. Donc vraiment, c'est le strict minimum qu'on faisait. Petite sortie, tu sais, des petites balades autorisées de 2 heures, là, avec les enfants. Pique-nique à l'arrière de la maison, des conneries comme ça, quoi. Et pendant ce temps, on passait juste du temps en famille, on en profitait, et je pense que ça a été une belle transition pour les enfants. C'est comme si ça nous avait permis de renforcer notre cocon anglais, et ensuite de pouvoir se rouvrir au monde. Ce qui fait que... Ouais, voilà.
Une autre question, Ok, pardon, intervieweur Néné. Non, mais c'est juste que le petit, donc on a décrété qu'il était anglais, il ne savait Très pas. vite, ouais. Il est juste né en France, mais c'est un petit anglais. La deuxième, ça a mis un peu plus de temps, mais tu penses que ça lui a mis combien de temps? C'est après la pandémie ou un peu plus? Ou le fait d'être rentrée à l'école, peut-être, qui l'a aidé? Qu'est-ce que tu penses qui a fait qu'elle soit complètement anglaise? À quel moment t'as senti que, bon, bah, allez, ça y est, c'est une petite anglaise? Franchement, je pense que c'était pendant le confinement. Pendant le confinement, en fait, je me rappelle qu'un jour, on était en train de discuter et tout avec mon mari, on était au salon, et puis on entend les enfants jouer, et en fait, on se rend compte que tout le monde est en train de jouer en anglais. C'était vraiment comme ça, en fait. Du Ouais. jour au lendemain, on s'est rendu compte que tout le monde parlait avec un accent très british, en train de faire leur jeu, etc. Et on s'est dit, bah là, on a vraiment passé un cap, parce que certes, elles avaient appris l'anglais très vite. Pour la première, je pense qu'elle a parlé anglais au bout de 2 mois, c'était réglé. Euh, Solange, je pense que ça a pris beaucoup plus de temps parce que c'était trop drôle. En fait, on l'a mise dans une garderie parce qu'elle pouvait pas commencer l'école avant 4 ans. En Angleterre, je commence l'école à 4-5 ans. Et avant ça, c'est garderie et c'est payant. La garderie qu'on avait choisie, comme j'ai dit, c'est une banlieue un peu huppée, donc c'était super cher. Mais quand je dis super cher, je pense que elle faisait, euh, elle faisait 3 jours seulement, de 8 heures à 13 heures. Et par mois, on payait quelque chose comme 700-800 livres. C'était, c'était intense. Juste pour ces quelques heures. Ouais. Et on s'était dit, on va la mettre là juste pour qu'elle ait un bain de langue. Mais comme c'est une fille têtue, elle partait avec son doudou, avec son pouce dans la bouche, et elle parlait jamais. Et quand on parlait avec le personnel, il nous disait, ben, elle fait des signes, littéralement. Elle fait des signes, elle montre les trucs du bout du doigt, et puis et les gens lui donnent, quoi. Et en plus de ça, elle avait eu la chance d'apprendre qu'une des personnes qui s'occupait des enfants, une des auxiliaires, eh ben, elle était francophone. Donc elle parlait qu'avec elle. Forcément. Elle parlait qu'avec elle et elle voulait pas parler, quoi. Donc je pense qu'elle comprenait certaines choses, mais elle voulait juste pas parler. Donc ça a duré plusieurs mois comme ça. Et, au point où elle rentrait de l'école et elle me disait Maman, regarde, si tu fais ça avec tes mains, ça veut dire lait. Je dis comment ça veut dire lait? Et elle me dit en fait, la plupart des employés en fait de crèches, etc., de garderies, ben, il y a toujours quelqu'un qui parle le langage des signes. Et donc, il y en a une, en fait, qui en avait fait une blague avec Solange. Elle se disait, ben, comme elle parle pas, je vais lui faire du langage des signes. Et donc, chaque jour, elle rentrait avec un nouveau truc. Et elle me disait, ben, ça, c'est pour dire merci. Ça, c'est désolé. Ça, c'est truc. Et ouais, voilà. Et donc, on avait fait une réunion avec cette école. Franchement, ça, c'est le truc qui m'avait marqué. C'est que c'était une garderie, mais les garderies, elles font quand même un travail colossal, en fait, pour s'assurer que les enfants, ils sont prêts à rentrer en primaire. Et quand on a fait notre première réunion, ils nous ont montré un énorme dossier qu'ils avaient fait sur Solange où ils nous parlaient d'elle et en fait on s'est dit purée mais c'est vraiment la même Solange qu'à la maison, quoi. Ils connaissent nos enfants. C'est ma fille. C'était un vrai choc, quoi. On s'est dit waouh, mais vraiment ils font vraiment l'effort de connaître chaque enfant, etc. Et puis donc ils nous racontaient un peu sa personnalité, sa façon d'agir, d'interagir avec les gens, etc. Et on avait vraiment insisté sur le fait qu'on a besoin en fait qu'elle apprenne l'anglais parce qu'on ne va pas la laisser partir à l'école pendant des 4-5 heures et ne rien dire. Et en gros, on avait un peu joué sur le côté, donc on a besoin qu'elle s'intègre. Si elle s'intègre pas, peut-être qu'on va juste la retirer et puis elle va rester à la maison, elle apprendra avec nous. Et là, d'un coup, ils étaient en train de dire, mais non, ne vous en faites pas, on va faire un effort pour qu'elle parle, etc. Et on leur a dit ça et en 2 mois, c'était réglé. Et en 2 mois, c'était réglé, elle parle anglais. Voilà. Donc c'est vraiment la différence que j'ai remarquée entre la France et l'Angleterre, en tout cas dans l'éducation. C'est que je trouve que les Anglais, ils ont un peu cette approche un peu plus Montessori où ils laissent vraiment l'enfant faire les choses à son rythme. Il y a un rythme global, mais chaque enfant a le droit d'être en avance, en retard ou pile poil au milieu, en fait. Et c'est pas une pression, en fait, pour eux. Ils vont pas te dire, ouais, ton enfant, il sait pas encore faire ça, c'est pas normal, etc. Ils vont juste te dire, voilà, lui, il préfère plutôt ça. Je vous conseillerais d'essayer telle chose pour l'encourager à faire ces choses-là, quoi. Et c'est vraiment ce truc où il y a toujours assez il y a toujours assez d'employés, il y a toujours assez de personnes, en fait, pour encadrer les enfants, chacun à leur rythme. Donc ça, c'était vraiment super. Ok. Et donc, du coup, maintenant, comme ça fait plus de 5 ans que tu y es, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu regrettes ta décision
ou tu te dis, bah non, en fait, c'est la meilleure décision que j'ai prise pour ma famille, enfin, qu'on a prise pour notre famille, ou tu penses que, est-ce que les raisons qui t'ont donné envie de t'installer, elles sont toujours valables aujourd'hui, en sachant que depuis que t'es parti, il y a eu le Brexit et qu'il a été complètement acté, et je pense que ça joue aussi pas mal, ça change un peu la donne. Ben, ce que j'ai compris déjà, ce qui est sûr et certain, c'est que moi, quand je suis partie, je suis pas partie en me disant que c'était un Eldorado. J'avais conscience que c'est l'Angleterre, quoi. C'est pas un pays plus pacifique que la France. C'est un pays qui a un historique qui est aussi violent que celui de la France, si ce n'est peut-être plus violent. Franchement, dans ce sens-là, en fait, dans ma tête, c'était clair. C'était clair que je partais pas pour tomber amoureuse et dire, voilà, la France c'est caca, etc. Et tout. Enfin bref, j'ai quand même dit ça quand je suis partie. Oui, je l'ai quand même dit parce que j'avoue que quand j'ai quitté la France, j'avais vraiment un ras-le-bol, genre c'était viscéral, il fallait que je quitte le pays. Il y avait tellement de choses en fait que je supportais plus dans ce pays, j'avais besoin d'autre chose. Et en arrivant en Angleterre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que la première expérience pro que j'ai eue, j'ai travaillé dans un cabinet d'architectes. Et en fait, j'ai rencontré ce qu'on appelle les graduates, donc ceux qui entrent tout juste dans la boîte après avoir eu leur diplôme. Et dans cette boîte, en fait, il y avait plein d'associations. C'est un gros cabinet global, quoi. Et donc en Angleterre, aux États-Unis, en Australie, partout un peu dans le monde, ils ont créé des associations par rapport aux différentes communautés des pays où ils sont implantés. Et donc moi, quand je suis arrivée, tout de suite, t'as une collègue qui vient me voir et qui me dit, voilà, moi je m'appelle Ola, et on a créé telle communauté pour les employés d'origine afro-caribéenne. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, etc. On fait différentes activités, différents événements, etc. Et ce que j'avais beaucoup aimé justement, c'est que j'ai pu parler directement avec une communauté noire sur place. Et ils me posaient tous les mêmes questions. En fait, pourquoi t'es partie de la France? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et donc moi, je leur expliquais un peu comment c'était en France. Et ils m'ont dit, mais ma chérie, t'as choisi le mauvais timing pour venir à Londres. Ils m'ont dit, mais Londres, ça n'a jamais été aussi raciste. C'est de pire en pire. Ouais. Et donc on avait ces conversations aussi, tu vois, qui te font comprendre tout de suite que c'est pas le paradis, en fait. C'est pas l'image que tu t'en es faite. Il y a ce qu'on voit quand tu viens sur un court temps, et en fait quand tu vis au quotidien, il y a quand même une vraie différence, et c'est quelque chose qu'il faut beaucoup souligner, parce que quand on va dans un pays en vacances ou pendant une courte période de temps, et moi ce que j'appelle courte période de temps, c'est moins de 3 mois, t'as pas le temps de réaliser ce qu'est le pays réellement. Tu te dis, ah mais c'est trop bien, c'est machin, etc. Je me vois trop vivre ici. Mais le vivre ici, entre être là, chiller, faire des vacances, etc., et le vivre le quotidien avec les factures, les transports, le travail, et puis tu découvres d'autres types de factures aussi, parce que en fait c'est vraiment ce côté-là qui est éprouvant. C'est que la France, tu la connais depuis toujours. Donc, tu sais ce que tu vas devoir payer. Tu connais tes taxes d'habitation, exactement. Tu connais comment tes impôts fonctionnent, etc. Là, tu arrives, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui te tombe dessus, tu te dis « Ah bon ? Ah, je savais pas. Ah bon ? Ah, je savais pas. » Et c'est tout le temps ce truc où tu dois tout redécouvrir. Tu dois réapprendre, quoi. Voilà, tu dois vraiment réapprendre comment vivre dans cette société et réapprendre aussi les codes. Et moi, par rapport au travail, les codes aussi, ils étaient très différents. C'est-à-dire que... En Angleterre, par exemple, on en avait discuté avec d'autres Français qui sont sur place. En Angleterre, t'es au travail et quelqu'un te dit, admettons, ouais, je cherche Sophie. Sophie, je l'ai jamais vue, je dois lui donner un document. On m'a dit qu'il y a une Sophie ici dans le service. Est-ce que vous l'avez vue? Et tu vas décrire Sophie, tu dois dire Sophie, elle porte un pull bleu, elle a des chaussures machin. Mais genre, si Sophie, elle est noire, tu vas pas dire Sophie, c'est la fille noire qui est dans la cuisine. Là, les RH, ils t'appellent. Ok, ils te disent, madame, par ici, s'il vous plaît. T'as pas le droit de dire ça, ce que je trouve ridicule, tu vois, mais bon, bref. C'est leur fonctionnement, tu vois, mais moi, on va m'expliquer que, non, il y a plein d'autres manières de définir une personne, tu pars pas tout de suite sur la race, en fait. Donc, ce genre de choses, en fait, tu dois les comprendre. Et après, il y a aussi le fait que tu passes de la France à Londres, c'est un franc-parler qui est complètement différent. En France, tu peux avoir ton manager qui te dit, mais... Purée, Néné, je t'avais demandé ce truc-là et tout, je t'avais dit que j'en avais besoin à 13h, et là, il est 15h et tu me l'as toujours pas donné, en fait, tu me mets dans l'embarras. Un Anglais, il va te dire,
il va te dire comment ça se passe, comment tu avances sur ce projet, qu'est-ce que tu en penses, parce que tu sais, je t'avais demandé si je pouvais l'avoir à tel moment, etc. Bon, je vois que ça avance pas vraiment, est-ce que tu as besoin d'aide, est-ce que tu as besoin de trucs? Et en fait, tu penses que tout le monde est bienveillant, mais en fait, c'est leur manière de te faire un reproche. Oui. Et je suis désolée, mais quand t'es française, pour moi, ça ça rentrait pas. C'était toujours, je me disais, mais personne va me faire de reproches, tout se passe bien, etc. Oui. Alors que t'arrives même pas à te rendre compte que quelqu'un est en train de te reprendre, en fait. C'est limite impossible à déceler. Et ça, c'est vraiment un truc sur lequel j'ai mis beaucoup de temps à faire la traduction, parce que même te dire de faire quelque chose, en fait, c'est... Ils sont tellement dans la formule que même te donner un ordre, ils n'osent pas te donner un ordre. On ne peut pas te dire « j'ai besoin que tu fasses ça ». On va te dire « moi, j'ai besoin de certaines choses. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que voilà, ça pourrait être fait, etc. » Enfin, voilà, c'est toujours le « qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu en penses ?» Et moi, je regardais les gens, je leur disais « mais est-ce que tu as besoin que je le fasse ?» Oui, non, oui, c'est ça. Bah, dis-moi juste si tu as besoin. Si tu as besoin, je fais. C'est ça, alors que ce truc, c'était tout le temps... Je supportais pas quand quelqu'un me disait un truc et me disait « What do you think ?» J'ai envie de dire « Mais j'en ai rien à faire, je pense rien. Je n'en pense rien. » C'était insoutenable. Mais voilà, donc côté pro, c'est ce truc-là où j'avais un peu de mal, en fait, où j'allais discuter avec des collègues et tu te rends compte qu'en fait, tout ce qu'on voit quand on te voit, en fait, c'est la française. Il n'y a pas de « elle, c'est la femme noire qui vient de France », etc. C'était vraiment juste « elle, c'est la Frenchie » et elle a ce franc-parler-là, donc on va faire un peu attention, on va essayer d'un peu l'aiguiller, etc. Et puis ça va aller, quoi. Et jusqu'à maintenant, enfin, c'est toujours le seul truc que les gens retiennent, en fait, quand tu arrives, c'est « ah, elle était en France il y a autant d'années », et puis c'est tout, quoi. On ne s'attarde pas à plus que ça. Mais après, je me rappelle, j'avais lu un truc que je trouvais vraiment intéressant, où en fait les gens de minorité, entre guillemets, quand ils partent dans un nouveau pays, ils te demandent toujours « oui, c'est comment le racisme là-bas ?» Et en gros, c'était intéressant parce que tout le monde était d'accord pour dire que le seul racisme que tu maîtrises, c'est celui de ton environnement classique. Et quand tu vas aller ailleurs, tu vas avoir l'impression que c'est plus sport, que c'est plus compliqué, en fait, de naviguer autour de ça, etc. Alors que c'est juste différent. Parfois, c'est juste différent. Après, on va pas se mentir, il y a des endroits où c'est vraiment... par exemple, il y a des gens qui vont me dire, la Russie, tu vois, t'embêtes pas, en fait. Si c'est pas ton pays, c'est pas la peine de t'embêter d'aller là-bas en tant que femme noire. Mais c'est une réalité, en fait, quand tu vas parler avec un Anglais, il va te dire, bah, le racisme ici, il est comme ça, et puis ça passe, quoi. Et il va aller en France et il va dire, oh mon Dieu, mais les racistes de France, mais quelle horreur! Et nous, et inversement, en fait. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant, en fait, où on a tous une lecture différente, en fait, du racisme et des différentes micro-agressions que tu vas subir, des discriminations que tu vas subir aussi, donc... Tout ça, je le découvre encore. Mais je trouve que, pour le coup, entre la France et l'Angleterre, je trouve qu'ici, c'est beaucoup plus insidieux parce que y a beaucoup de choses qui ont été mises en place dans le cadre du travail pour vraiment limiter les discriminations, etc. Mais j'ai l'impression que c'est un point où il est limite impossible de dire quoi que ce soit, en fait. Genre, tu peux même pas essayer d'avoir un début de conversation, en fait, dans le cadre du travail. Donc c'est devenu un endroit qui est assez aseptisé, où tout ce que tu peux faire, c'est travailler en vrai. Tu peux pas vraiment avoir d'autres conversations. Et après, moi, je suis pas complètement contre, parce que j'ai une anecdote qui est... je sais même plus si je t'en avais parlé. J'ai une anecdote intéressante, parce que le dernier job que j'ai fait, c'était pendant... Oh là là, mon timing, il est perdu. Les derniers JO, là où on a eu toute une polémique sur la boxeuse que tout le monde disait, et tout le monde disait qu'elle était trans, etc. C'était pendant les JO, non ? J'essaie de me rappeler, je ne me rappelle plus du tout. Bref. Et donc j'étais au bureau et il y a un collègue, en fait, qui s'assoit à côté de moi pendant que je suis en train de faire ma petite pause café, et il commence à débattre avec quelqu'un d'autre sur ce match de boxe où la boxeuse italienne disait « non mais vous vous rendez compte, c'est un homme, elle m'a tabassé, elle aurait pu me tuer, etc. » Et le mec était super virulent, en fait. Il arrêtait pas de dire « non mais moi...
ça aurait été ma sœur qui vivait ça, mais j'aurais tabassé ce mec, etc. C'est pas possible, comment on peut accepter que des gens qui prétendent être des femmes participent à tel et tel truc, etc. Et j'étais vraiment choquée parce que je me suis dit, pour le coup, si on était en France, peut-être que ce serait passé, mais j'étais choquée que ça se passe là à Londres et personne ne disait rien, tu vois. Ouais. Et il parlait, et en fait j'ai juste remarqué que les Anglais, ils sont pas du tout dans la confrontation. Ça veut dire que lui, il parlait, moi j'essayais de le contrer, et les Anglais baissaient tous la tête. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça... C'est le truc vraiment qui m'a dégoûtée, où je me suis dit, tu vois, pour le coup, autant j'avais besoin de quitter la France, mais... Un Français qui est pas d'accord, tu vas l'entendre. Tu vas l'entendre qu'il est pas d'accord. Tu vas l'entendre jusqu'à... Alors que là, c'était vraiment... Chacun s'est dit, je baisse ma tête et je réponds pas. Alors que le gars était extrêmement virulent, en fait. Et ses propos, ils étaient tellement transphobes. Et j'arrêtais pas d'insister, de lui dire, mais... Déjà, ce que tu es en train de dire, c'est super déplacé, mais cette personne n'est même pas trans, en fait. Donc, il faut vraiment arrêter de dire ce genre de choses. C'est dangereux, en fait, comme discours. Et le gars, il continue dans son truc de « Non, mais moi, si j'étais là, et qu'il arrive un truc comme ça, ma sœur, je tabasse ce mec, etc. etc. » J'ai dit « Ah, d'accord. » Et en fait, ce qui se passe dans leur fonctionnement, les Anglais, c'est qu'ils vont tous baisser la tête à ce moment-là. Tu retournes à ton bureau, tu fais ta pause café 2 heures plus tard. Et voilà, et les gens viennent te voir, qu'est-ce que t'en as pensé, etc. Et je t'avoue que là, sur le coup, il y a des moments où moi je suis un peu sèche au travail, et j'en profite vraiment, je joue sur la carte de... Vous m'avez donné la carte de « Ah, c'est la française, etc. Elle maîtrise pas les codes », j'en profite au max. Ce qui veut dire que quand ils sont tous venus... faire les ragots, etc. Je leur ai dit, écoute, sur le moment, en fait, il aurait fallu lui dire, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai pas besoin d'en discuter 2 heures après, en fait. Donc, fin de l'histoire, quoi. Fin de l'histoire. Ouais. Par contre, leur spécialité, c'est d'aller voir les RH après. Ce qui fait que ce monsieur-là, il a été convoqué par les RH. Grâce à qui, je ne sais pas. Mais tu vois, chacun a baissé sa tête. Et il a été convoqué par les RH. Et je pense qu'il ne travaille plus là-bas, de toute façon, parce que c'était trop virulent ce qu'il avait dit. C'était impossible qu'il reste. Mais tu vois, c'est vraiment un fonctionnement... je trouve ça un peu vicieux, quoi. Alors qu'on pourrait se dire des choses directement face à face, peut-être que ça aurait été un débat un peu houlot avec plein de collègues, et qu'il aurait réalisé, en fait, tout simplement qu'il avait complètement tort, et peut-être s'excuser et passer à autre chose. Mais non, en fait, il a fallu que ce soit tout ce processus où, non, on fait comme si on n'avait rien vu, etc. Et puis après, on part envoyer un mail anonyme, enfin... C'est particulier. Mais après, ça, c'est aussi parce que moi, j'ai beaucoup de mal avec le corporate aussi. Donc, que ce soit en France, en Angleterre ou au Congo, ce sera toujours pareil, je pense, pour moi. Ouais, tu t'es plus direct, quoi. Ouais, voilà. Ok. Et du coup, est-ce que tu regrettes ta décision ? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu referais, par exemple, pour un autre pays ? Ou est-ce que tu penses que là où t'es calé, tu bouges pas ? Ouais, je le referais complètement. Franchement, je trouve que dans ma vie, j'ai pas beaucoup bougé. Et c'est un de mes regrets, en fait. C'est plus ça que je regrette, parce que avant de me mettre en couple, avant de fonder une famille, dans ma tête, je m'étais toujours dit que le rêve, c'était la vie nomade, tu vois. C'était vraiment... dans ma tête, c'était le truc que j'aimerais trop prendre. On en a déjà parlé, hein. J'avais dit que je suis une Dayette de la jungle. L'idéal, ça aurait été vraiment d'être comme la famille de la jungle. Les parents, ils sont reporters, ils font tour du monde, ils font des documentaires, etc. Les enfants, ils vivent l'école de la vie, et puis c'est tout, quoi. Donc franchement, je dirais même que mon regret, c'est de ne pas être partie plus tôt. Je partage ce regret avec une de mes sœurs, parce que je me rappelle, c'est un des trucs qui m'a vraiment marqué dans ma vie, c'est que quand je lui ai dit que j'allais me marier, et ben elle a pleuré, parce qu'elle m'a dit, moi je te voyais faire plein de trucs dans tes études supérieures, faire des échanges internationaux, je te voyais aller, je sais pas, en Chine, aux États-Unis, faire des choses, et ça l'avait vraiment marqué, parce qu'en fait pour elle c'était... En fait, là, tu vas rentrer dans un autre style de vie, et tu vas pas faire ces choses. Même si t'en as l'envie, etc., tu vas pas les faire. Et elle a pas tort. Elle a pas tort, franchement. Donc, si j'ai un regret, c'est de pas avoir bougé plus tôt. Mais maintenant, je me rattrape, hein. Après, il n'y a pas de hasard dans la vie. Il a fallu que je devienne amie avec Néné, la globe-trotteuse. Ça aussi, ça fait grave la différence. Donc, je suis toujours... Je cherche toujours des sacs à main pour m'accompagner dans mes aventures. Je te jure. Et surtout mes aventures qui sont assez contrôlées, parce que j'en reparlais avec quelqu'un cette semaine qui me disait, mais toi tu vas partout. J'ai dit oui, mais il y a des endroits où je mettrais jamais les pieds, tu vois. Tout le monde a tellement l'habitude dans mon entourage que j'aille partout,
qui m'appelle, il dit mais qu'est-ce que tu fous là-bas, mais qui t'a envoyé? Franchement, ils exagèrent. Hein. On dirait ils parlent de toi comme si tu baroudais, tu disais ouais voilà, je pars faire un trek pendant 3 jours, genre, je sais pas quelle forêt que personne ne connaît, mais pas du tout. Non mais c'est ça, et quand il y a des personnes de mon entourage qui me proposent des trucs et que je dis non, il dit mais toi tu vas partout, pourquoi tu irais pas là-bas? J'ai dit ben mon partout est sélectif. C'est pas je suis pas non plus tu vois. Et après c'est aussi quelque chose où je pense qu'on pourrait faire un épisode complètement là-dessus, sur le fait de voyager en tant que femme noire francophone, parce que je pense qu'il y a vraiment une différence en tant que femme noire francophone, en tant que femme africaine francophone, et ensuite quand tu vas en tant que femme noire anglophone, en tant que femme noire africaine anglophone, en fonction de tes moyens aussi. Parce que ça peut être un super bonus. Ouais, ça change tout. Et puis même, comme on avait une conversation sur les différents passeports, etc., comment c'est discriminant. Il y a trop de choses à dire là-dessus. Bien évidemment. Enfin, en plus, en fonction des personnes avec qui tu pars, il y a tellement de choses qui rentrent en jeu. Et c'est pour ça que je trouve intéressant ton expérience de comment tu as quitté la France pour aller en Angleterre en pensant que tu allais trouver quelque chose de mieux. Alors, tu as trouvé un mieux, mais tu as aussi trouvé un différent. Oui. Et se dire qu'à chaque fois qu'on va quelque part, en tant que personne noire, c'est pas juste je prends mes affaires et je m'installe. Parce qu'on sera toujours vu comme des... Enfin, pas des envahisseurs, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que on n'est pas accueilli de la même façon qu'une autre personne. Et c'est pour ça que moi, quand il y a des gens qui me disent « Oh, bon, on va juste là-bas, j'ai dit « Oui, on peut aller juste là-bas, mais ton expérience peut être très différente de la mienne. » Moi, je sais que j'adore aller en Italie, et tout le monde sait que j'adore aller en Italie, mais je sais aussi ce qu'est l'Italie. Et alors, si moi, j'ai pas vécu un racisme décomplexé de la part d'Italiens, c'est peut-être dans la configuration dans laquelle je pars qui fait que... Mais ça n'empêche la différence, si c'est quelque chose qui est réel. Ce serait peut-être pas pareil, voilà. Voilà, et puis je sais que c'est une réalité parce que ça arrivait à trop de personnes autour de moi pour me dire que ah non, c'est juste du hasard. De la même façon, une fois, je me suis retrouvée j'ai été plusieurs fois en Roumanie, et une fois, un de mes premiers voyages, il y a quand même quelqu'un qui a retourné son cou au point de presque le casser parce que vous voyez une personne noire. Et t'es là, tu te dis, mais je veux bien, et c'est hyper naïf de penser comme ça. Moi, ce qui m'avait marqué, c'est quand t'as fait ton voyage pour voir les aurores boréales. Ce que tu m'avais raconté, j'avais le poing serré, j'avais envie d'aller me battre. Ça m'avait tellement énervé, ce truc. Ouais. C'est ça. Et en fait, le truc, c'est que moi, naïvement, tu penses que tout le monde a la télé. On n'a jamais eu autant d'accès à Internet, aux moyens de s'informer. Et donc, quand tu arrives à ce genre de choses, tu te dis, mais comment ça se fait qu'ils soient pas au courant? Parce qu'ils regardent des films, les gens, ils regardent, tu vois, des clips, la musique, etc. Et en fait, tu te dis, mais t'es vraiment le produit de ton environnement. Et ça m'a... Et c'est désagréable parce que ça te rend un peu parano aussi, tu vois. Des fois, t'as envie t'es juste là en train de vivre ton expérience en tant que femme, en tant que nénée, quoi, c'est tout. Ouais. Mais il y a toujours ce rappel de... T'es pas juste nénée, en fait. Rappelle-toi que parce que ta couleur de peau est comme ça, et ben ça projette telle et telle réalité, telle mentalité chez d'autres personnes, en fait. C'est ça. Et même sans aller jusque loin là-bas dans d'autres pays... notamment l'Islande, la Roumanie ou quoi que ce soit, parce qu'il y a des degrés plus ou moins différents, mais c'est aussi la façon dont toi tu gères la situation, et aussi de me dire que, en fait, quand je voyage, je me dis je peux avoir une confrontation avec une personne, mais ça veut pas dire que tout le monde est comme ça. Et ça, c'est parfois très difficile à faire, mais sans même aller jusque très loin là-bas. Moi, en étant en France, en étant allé un peu plus loin que ma campagne, dans une campagne un peu plus lointaine que la mienne, quand j'avais 13-14 ans, j'ai quand même été confrontée à une famille qui n'avait pas la télé, et du coup, un des enfants n'osait pas me parler, n'osait pas me toucher parce qu'il n'avait jamais vu noir de sa vie. Ouais. Et ça, c'est vraiment un truc, tu vois, comme tu le dis, c'est la France. T'as pas besoin d'aller bien loin. Il y a des endroits en France où quand t'es de passage, on t'accepte, mais parle à une famille noire qui s'est installée dans ces endroits-là, et tu vas voir leur expérience, comment elle est complètement différente. Ça peut être complètement différent, tu vois. Et aussi, tu vois, de par... mes parents ont fait le choix de vivre dans un milieu plutôt rural. Ils voulaient pas vivre dans des grandes villes. Ils voulaient avoir une maison avec un jardin, etc. Pour eux, c'était hyper important. Et même dans le choix des endroits où on allait en vacances ou des choses comme ça, moi, j'ai fait des choses où on te dit... allez, tu peux pas imaginer faire ça avec tes parents. Moi, j'ai fait des descentes en kayak avec mes parents et avec mes frères. C'est trop cool. Et donc, tu vois,
imagine mon père sur un kayak avec un gilet de sauvetage en train de dire « Oula, allez, à gauche, à droite, non, non, tourne !» Tu vois, ça, cool. c'est des souvenirs de vacances que j'ai avec mes parents. Mais oui. Mes parents, ils nous ont inscrits... Enfin, moi, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la danse classique, j'ai fait du modern jazz. Mes frères ont fait du foot. Mais parce que tu te dis, oui, tous les enfants font du foot, mais ils ont aussi fait du tennis, tu vois. En fait, on n'est pas on n'a pas du tout été dans le cliché. Je pense que ça a été une force pour nous aussi, et de vouloir nous exposer à plein de choses comme ça. Du fait de notre milieu, de là où on a grandi aussi, ça nous expose à d'autres choses. Je pense que si j'avais pas grandi là où j'ai grandi, il y a plein de centres d'intérêt que je n'aurais pas. Et c'est pour ça que je me dis aussi que quand je suis confrontée à ce genre de choses, ou que je réfléchis à m'installer ailleurs, et moi-même ayant vécu dans des pays différents, à des moments différents de ma vie, je me dis, oui, mais en fait, il y a moi, il y a le contact que je peux avoir avec l'autre personne, mais l'autre personne, elle a son histoire, elle a son passif, etc. Mais moi, en tant que personne, la façon dont je me comporte peut changer son point de vue sur des personnes, entre guillemets, comme moi. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai vu en étant plus jeune, parce qu'on avait on avait des voisins là où j'ai grandi, dont un de ses grands-parents était, je pense, raciste pro-max. Oui, je pense qu'il n'y avait pas plus raciste. Genre, c'est sa personnalité, quoi. Il y en a vraiment, c'est leur personnalité. C'est ça. Et c'était des phrases du genre « Oui, mais vous n'êtes pas comme les autres noirs. » Mais comment ça ? Mon père n'est pas tout seul à faire le métier qu'il fait. Ma mère n'est pas la seule à faire le métier qu'elle fait. Et donc, du coup, c'est un autre contact. Et en voyant les amis de mes parents, etc., qui étaient de classes sociales complètement différentes, et se dire « Ah, mais en fait, il y a une multitude de personnes. » Mais quand tu es dans ton prisme et qu'on te vend un truc, tu penses que tout le monde est la même chose, alors que tu dis « Mais non, en fait, c'est pas tous les blancs qui sont éboueurs, c'est pas tous les blancs qui sont boulangers, c'est pas tous les blancs qui sont ministres, c'est pas tous les blancs qui sont présidents. » Enfin, t'as quand même un panel assez large. Je pense que quand tu fais partie d'une minorité, ou que t'es minorisé, on va dire, t'en as conscience, t'en as parfaitement conscience dès le début. Moi, je pense que c'est vraiment c'est quand tu rentres dans un privilège, en fait, tu te rends pas compte de la nuance. Oui, mais tu vois, c'est pour ça que, comme on parle de partir de par exemple, donc ton mari qui est parti à Londres la première fois, qui n'a pas du tout aimé parce qu'il était en contact de français. Moi, quand je suis à l'étranger, je ne supporte pas être entourée de français. Et naturellement, tu devrais te dire, mais en fait, moi, je suis française, j'ai grandi en France, c'est tout ce que je connais. Je ne supporte pas être associée aux Français quand je suis à l'étranger. Je parle tout le temps anglais. Comme ça, on me dit, oh là, on me mélange pas. Parce que du coup, tu vois, je veux dire, tu sais, c'est comme... Toi, t'es parti t'installer à Londres, et c'est comme si tu vas à Londres et tu te dis, bah moi, je veux ma petite boulangerie avec ma baguette chaude tous les matins. Avec mon pain au chocolat, mon croissant, sinon ça ne va pas, tu vas passer ton temps à râler en disant mais c'est quoi ce pays de merde où on mange mal. Quand tu quittes un pays pour aller t'installer ailleurs, il faut prendre conscience que parce que ce dont tu as l'habitude, ça ne sera pas ta réalité là-bas. Et c'est ok. Et il y a beaucoup de Français qui vont voyager, ils vont aller à Bali, ils vont profiter, plage, machin et tout, ils vont dire oh là là, mais qu'est-ce qu'on a mal mangé. Ah non, pas un bœuf bourguignon. Et là, tu dis, mais, en fait, c'est-à-dire. Et donc, tu vas surtout trouver Après, tout le monde n'est pas comme ça, et je ne veux pas généraliser, mais quand je parle avec des gens autour de moi, et même des personnes françaises, qui te disent, oui, en fait, on ne supporte pas les Français en voyage. Parce que tu vois la différence entre les personnes qui ont voyagé avec une vraie ouverture d'esprit et les gens qui ont voyagé juste pour dire « Ah, on m'a dit qu'on devait aller à tel endroit, on m'a dit qu'il fallait voir les calanques à Marseille, j'ai vu les calanques à Marseille, c'est très beau. Ah, il faut voir le Machu Picchu au moins une fois dans sa vie, j'ai vu le Machu Picchu, c'est bon, c'est réglé. » Mais tu sais, le côté un peu checklist, sans vraiment t'imprégner ça, c'est les voyages Club Med, tu vois. Les gens qui se disent... nous, on fait partie de ceux qui ne veulent pas être associés à la France, etc., quand ils voyagent, alors qu'il y a beaucoup de Français, quand ils voyagent, ils veulent retrouver une mini-France à l'étranger, c'est tout. Et c'est ça, et c'est même dans ma démarche de réflexion, enfin, dans ma réflexion de m'installer à l'étranger, il y a des pays qui me plaisent plus que d'autres, effectivement. Il y a aussi, je me dis, il faudrait que je fasse l'expérience d'être dans ce pays pendant un certain temps, parce que c'est pas la même chose, et pour bien prendre en mesure tout ce que ça implique.
Mais j'ai parlé avec un de mes cousins qui a fait un chemin inverse, qui a quitté l'Europe pour aller se réinstaller en Afrique. Il m'a dit, en fait, si tu viens avec ton idée de « Ah, je veux ci, je veux ça », il me dit « Mais tu vas te planter. » Tu vas te planter. Et je discutais avec lui des 2 pays dans lesquels je voulais m'installer et tout. Il me disait « En fait, si tu veux faire ça, passe pas par là, parce que sinon, tu vas rester là-bas, tu vas pas vouloir venir ici. » Parce que, ne serait-ce que même en Afrique, 2 pays sont complètement différents. Il me dit, regarde, toi et moi, on est cousins, en Europe, on a grandi dans 2 pays différents, mais tu vois à quel point c'est différent entre ces 2 pays. Il me dit, et ça, c'est vrai dans le monde entier. Et en fait, je trouve ça hyper bien de pouvoir parler avec des personnes comme toi, comme lui, et d'autres, qui ont quitté la France pour aller s'installer ailleurs, en sachant ou la France ou l'Europe, en sachant que c'est tout ce qu'ils ont toujours connu. Et de soulever un peu, en fait, ah ben moi, ce que j'ai apprécié, c'est ça. Ah, moi, j'ai pas apprécié ça. Ah, ça me manque. Mais en même temps, il y a ça, il y a ça. Et donc, du coup, ça te permet de préparer les choses autrement, tu vois. Parfois, tu vas te dire, ah bah oui, mais vu mon âge, est-ce que ça vaut vraiment le coup de partir maintenant ? Je sais pas trop, etc. Et après, tu vas te dire, mais en fait, on s'en fout même si à 60 ans, j'ai envie de refaire ma vie et m'installer au fin fond du Venezuela, je prends mon sac et je m'installe au fin fond du Venezuela. De pas toujours se mettre des limitations, parce qu'on entend aussi beaucoup oui, mais dans ta vingtaine c'est le moment de prendre ces décisions un peu folles, dans ta trentaine t'es normalement être plus posé, et 40 ans tu bouges plus, là où t'es tu bouges pas, et de se dire aussi que si c'est vraiment quelque chose que t'as envie de faire, il y a toujours des solutions, il faut pas se limiter. Et justement, j'ai vu cette vidéo en préparant cet épisode d'une femme qui était en France. Elle est partie aux États-Unis pour faire un stage pendant ses années d'études. Elle a kiffé, elle est revenue avec la certitude, donc elle avait une 20aine d'années, elle avait la certitude qu'elle voulait s'installer à Los Angeles, elle a dit c'est là où je veux aller. Et ben elle est rentrée en France, elle s'est mariée, elle en a parlé avec son mari, ils ont eu un enfant, ils sont partis ensemble, et son mari a kiffé comme elle, ils sont revenus et c'était de se dire, bon bah maintenant, comment on fait pour aller s'installer à Los Angeles. Ouais, ils sont partis s'installer à Londres pendant plus de 10 ans. Ils ont été à Londres pendant 10 ans, et pendant qu'ils étaient là-bas, et tu vois, ils continuaient de réfléchir, jusqu'à ce qu'une amie à eux leur dise « Ah, mais vous pourriez prétendre à tel visa pour vous installer aux États-Unis » Ils se disent « Ah bon ? Ok, go, engagez une avocate, etc. » 2 ans de procédure, et aujourd'hui, cette personne a, je pense, une 50aine d'années, un peu moins de 50 ans, et elle vient de réaliser son rêve qu'elle avait quand elle avait 20 ans. Et avec son mari et ses enfants. Et donc, toutes les personnes qui te disent « Oui, mais tu peux faire ça parce que toi, t'es pas marié et tu attends d'être marié, tu pourras faire ça. Non, mais quand tu auras des enfants, tu pourras pas faire ça. Ou quand tu seras marié, tu pourras pas faire ça. » En fait, il faut trouver sa personne et ces personnes. Tu vois, le move que tu as fait avec ton mari et tes enfants, il y a d'autres personnes qui ne l'auraient jamais fait. Parce qu'on va te dire « Mais non, mais vous êtes là, vous avez un travail ici, vous avez une situation, vous avez vos familles qui sont là aussi. » Et tu te dis « Oui, mais en fait, mais c'est pour notre équilibre à nous. » Et donc, ce que je veux dire à tout le monde, c'est ne vous limitez pas. Il y a du bon, il y a du mauvais dans tout. Ça, c'est sûr et certain. Il faut prendre les décisions en étant un maximum réfléchi, mais en même temps, on ne peut pas tout prévoir. Mais il faut être assez... il faut avoir conscience que ça peut fonctionner. Il ne faut pas se dire j'aurais dû faire ça quand j'avais 20, 25 ans. Regardez, Ndaya est prête à repartir s'il le faut dans un autre endroit. Moi, je sais où, mais j'y vais pas dire. Je sais pas. J'ai DJ qui s'est réveillé et qui est en train de me harceler. Pour le petit déjeuner. Voilà, la vie de mère. La vie de mère. Eh bien, écoutez, c'était très bien pour nous. On va faire très très simple. Qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment ? Qu'est-ce qui me rend heureuse ? Franchement, ma petite famille. On en discutait hier, on rigolait parce qu'on se disait, oui, à chaque fois que les gens rencontrent mes enfants, c'est toujours plein d'éloges. C'est, waouh, tes enfants, ils sont trop cool, ils sont trop sages, ils aident, ils ont des bonnes conversations, etc. Et on rigolait, on se disait, écoute, c'est mieux que ça reste comme ça et qu'on soit les seuls à connaître le vrai visage. C'est mieux. Tu vois, quand la porte se ferme, on connaît les vrais monstres. Mais que le reste du monde soit, waouh, tes enfants, ils sont adorables, etc. Bref, franchement, là, en plus, c'est des vacances pour les enfants. Ils ont une petite semaine de vacances. On va en profiter. On va se faire plein de petites activités. Je vais remettre ma casquette de maman gâteau, maman cool, là. Pendant 7 jours. Pas plus. Après,
On retourne au Après, programme c'est retour au habituel. thé noir. Hein. Non, il y a trop de choses là. Surtout avec la NHA qui arrive, etc. Ouf. On est débordés. Franchement, vous n'avez pas idée. Et je me dis qu'en ce moment, c'est une bonne chose qu'on n'ait pas fait des épisodes vidéo parce que les cernes... On aurait mis un filtre. Vous auriez vu 2 zombies devant le micro, là. Ouf. C'est grave. Voilà. Et toi, qu'est-ce qui te rend heureuse? Je redécouvre Automoto et Turbo. C'est des émissions que je regarde. Mais oui, mais je regardais ça quand j'étais gamine et j'aimais trop ces émissions. Et là, comme je suis en train de chercher à changer de véhicule, je me suis dit, mais en fait, je vais regarder Turbo. Pourquoi je regarde pas Turbo? J'aime bien quand ils font les tests et machin. Ils ont le même générique ou pas? Oui, il y a toujours la même musique, mais c'est un peu différent. En fait, c'est bizarre remix, parce que le présentateur... c'est un bébé remix, j'ai l'impression. Ou alors c'est peut-être ma mémoire qui me fait défaut. C'est toujours le même présentateur, je pense, pour Turbo, si je dis pas de bêtises. En tout cas, sa tête me dit quelque chose. Mais c'est marrant c'est un peu des Madeleines de Proust, quoi. Je retombe dedans et je suis là, je dis, ah oui, alors il va avoir l'essai. Et puis pendant toute l'émission, il va conduire sa voiture d'un endroit à un endroit. Il va discuter avec quelqu'un. Après, on va voir un essai d'une autre voiture. Après, on va faire machin. Après, ils vont parler des trucs et tout. J'étais là, c'est trop bien. C'est trop bien. Franchement. Donc, c'est ça, cool. C'est ce qui me rend heureuse en ce moment. Eh bien, merci juste que si jamais vous avez des questions sur le parcours que j'ai fait, etc., pour aller à Londres, n'hésitez pas. Je serais ravie de répondre en DM, etc. Il n'y a pas de problème, parce que je sais qu'en 1 heure, c'est dur de raconter tout. C'est quand même 5 années. Donc voilà, n'hésitez pas. Eh bien, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très très bientôt pour un prochain épisode. Vous savez où nous trouver. On discute, on continue cette conversation sur Instagram, sur Twitter, par mail et Not Gonna Lie, si vous êtes un peu timide et vous avez peur que l'on connaisse votre identité. Peut-être vous êtes un agent secret, on ne sait pas. Et on se dit à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous bisous. Bye yo.